Bonjour. Dans le cadre des séances de SMPCS2, aujourd'hui nous allons traiter la deuxième séance d'algèbre et nous allons parler du premier chapitre, les espaces vectoriels et les sous-espaces vectoriels. Nous allons donc voir ce que sont des lois de composition interne et des lois de composition externe. Alors, pour ce qui est de la loi de composition interne, qu'est-ce que c'est? C'est une opération entre des éléments de E et dont le résultat donne encore un élément de E. Ça s'appelle la stabilité pour la loi interne. Donc, on prend deux éléments, on les combine avec cette opération et nous obtenons un autre élément de l'ensemble. Par exemple, la somme, l'addition dans R ou dans Z ou dans Q sont des lois de composition interne. Bien sûr, si je prends un élément A dans R et un élément B dans R, leur somme, A plus B, est un élément de R, est un réel. Pareil pour Z, si X appartient à Z et Y appartient à Z, bien entendu, X plus Y appartient également à Z. Exemple 2, le produit dans R, Z ou Q sont des lois de composition interne. Si je prends X, un rationnel, je rappelle que c'est une fraction de deux nombres entiers, et Y, un rationnel, alors XY est un rationnel. D'accord? Je peux prendre aussi l'ensemble des polynômes de degrés. Alors j'ai mal écrit degré, je le réécris. De degré inférieur ou égal à n. Alors, cet ensemble-là de polynômes de degré inférieur ou égal, on le note Rn de x. Alors l'addition est une loi de composition interne. Alors si je prends un polynôme P de degré inférieur ou égal à n, donc il s'écrit sigma de k égale à 0 jusqu'à n des coefficients ak fois des puissances de x, x puissance k. Alors pourquoi on dit inférieur ou égal à n alors que ça va jusqu'à n? Parce que à n il peut être nul. C'est pas interdit. Et Q égale sigma de k égale à 0 jusqu'à n dbk x puissance k. D'accord? Alors si on les additionne, P plus Q, ça donnera sigma de k égale à 0 jusqu'à n des AK plus BK fois x puissance k. Un exemple 4, dans l'ensemble des n-uplets de réels, l'addition est encore une loi de composition interne. Par exemple, si je prends A1, AN, d'accord, un élément de Rn, B1, Bn, un élément de Rn, ben, si je les additionne, ben, j'obtiendrai A1 plus B1, AN plus Bn, c'est encore un n-uplet de réel, donc il appartient à Rn. Qu'est-ce que c'est qu'une loi de composition externe? Ben, ça veut dire qu'on prend un élément de l'ensemble, et puis un réel, un nombre réel, ou un nombre complexe, en général, c'est un nombre réel, et on les multiplie, d'accord, et on obtient encore un élément de l'ensemble. Si E est un ensemble, une loi de composition externe sur E est une opération entre un élément de E et un élément d'un autre ensemble, un corps, généralement R ou bien C, et dont le résultat est encore un élément de E. Ça s'appelle la stabilité de la loi externe. Par exemple, si je prends un polynôme P de degré inférieur ou égal à n ou un polynôme P quelconque, donc il s'écrit sigma de k égale à 0 jusqu'à n des AKX puissance k.
Et si je prends alpha un réel, ben alpha p c'est un polynôme. Alpha p, qu'est-ce que c'est? C'est la somme de k égale à 0 jusqu'à n des alpha à k fois x puissance k. Ben, si je prends un élément de Rn n-uplé et donc un réel, si je les multiplie, j'obtiens encore un n-uplé, par exemple. A1, AN appartient à Rn et alpha appartient à R. Ben, alpha fois A1 AN, c'est égal à alpha A1, alpha A2, etc. alpha AN. Exemple 3, dans l'ensemble des suites réelles, n'est-ce pas? Si je multiplie une suite par un nombre réel, on obtient une autre suite. Encore une fois, c'est une loi de composition externe. Si par exemple UN est une suite réelle, ben, si je prends 3 UN, c'est encore une suite réelle. 3 UN, si je pose Vn égale 3 UN, ben Vn est encore une suite. D'accord? Vn est une suite réelle. Bien. Alors, maintenant, nous avons introduit certaines choses, loi de composition interne, loi de composition externe. Nous allons parler d'espace vectoriel. Donc, un ensemble muni de deux lois. Une loi de composition interne et une loi de composition externe. D'accord? Donc, muni de ces deux lois, l'ensemble E sera un espace vectoriel. Si plus est une loi de composition interne, ça veut dire que A appartient à E, B appartient à E, A plus B, alors A plus B appartient à E. Point est une loi de composition externe, ça veut dire A est un élément de E, alpha est un réel, alpha.A est un élément de E. L'addition est commutative, ça veut dire que A plus B égale B plus A. Elle est associative, ça veut dire que quand on rassemble les termes A et B par l'addition A plus B puis qu'on ajoute C, c'est la même chose que si nous faisions donc A plus B plus C. La somme, l'addition admet un élément neutre, 0. C'est-à-dire que A plus 0 donne A, quel que soit l'élément A de E. D'accord? Ou 0 plus A, même dans l'autre sens, ça donnera A. Tout élément admet un symétrique qui est son opposé. Donc, si je prends un élément A de E et j'additionne moins A, j'obtiens l'élément neutre 0. Ça s'appelle moins A, ça s'appelle le symétrique, ça s'appelle l'opposé de A. Et même dans l'autre sens, comme pour l'élément neutre, moins A plus A, ça fait 0. Alors, les propriétés suivantes, donc lambda, un réel, mu, un réel, et A, un élément de E, lambda plus mu, point A, c'est lambda point A, plus mu point A. C'est une pseudo-distributivité. C'est comme si, par exemple, nous avions 3 plus 5 fois un polynôme P, et bien c'est tout simplement 3P plus 5P. C'est absolument évident. Et ici, si lambda est un réel et mu un réel et A un élément de E, lambda mu fois A, c'est lambda fois mu fois A. Donc 3 fois 5 fois P égale 3 fois 5 fois P. Ça revient au même.
La propriété 9, c'est la pseudo-distributivité, mais par rapport aux éléments de E. Par exemple, lambda.a plus B, c'est lambda.a, plus lambda.b. Par exemple, 3 facteurs de P plus Q, et bien c'est 3P plus 3Q. Et enfin, la 10e propriété, c'est donc 1.a, c'est A. Bon, 1.1. 1, c'est le nombre réel 1, et A, c'est l'élément de E. L'élément de E, c'est A. 1.a, c'est A, c'est-à-dire si je prends un polynôme P, comme tout à l'heure, 1 fois P, c'est P, bien entendu. Alors, remarque importante, 0.a, c'est 0. Ça, c'est absolument évident, n'est-ce pas? Pourquoi 0.a, ça fait 0? Ben parce que 0.a, qu'est-ce que c'est? C'est égal à alpha moins alpha, point A. C'est alpha point A moins alpha point A, c'est-à-dire 0. Alors, les ensembles suivants sont des espaces vectoriels réels, c'est-à-dire quoi réel? Ça veut dire que les éléments de la loi externe, c'est-à-dire les scalaires, les nombres, les réels, donc ils sont pris dans R. Alors, les ensembles suivants sont des espaces vectoriels, par exemple R, R2, R3, etc., Rn, avec les lois plus et multiplication par un scalaire, bien sûr. R de x, tous les polynômes. Rn de x, les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Mn de R, les matrices carrées, dont nous parlerons un peu plus tard. R puissance n, les suites, etc., etc. Tout ça, ce sont des espaces vectoriels. Donc, il ne sera quasiment jamais question de montrer que quelque chose est un espace vectoriel, mais de montrer, on va le voir plus loin, que c'est un sous-espace vectoriel d'autre chose. Parce que les espaces vectoriels usuels, nous les connaissons. Alors, si E est un espace vectoriel, F est un sous-espace vectoriel de E si F est contenu dans E. Ça veut dire les éléments de F sont dans E. Si F n'est pas vide, si F est stable pour l'addition, et si F est stable pour la multiplication externe. Alors, traduction de ces 4 propriétés. F contenu dans E, ça veut dire que tous les éléments de F sont des éléments de E. Il n'est pas vide, c'est qu'il y a au moins un élément dans F. Stable pour l'addition, ça veut dire que si A est dans F et B est dans F, la somme A plus B est dans F. Et stable pour la multiplication externe, si A est dans F et si lambda est un réel, lambda.A est un élément de F. Alors en pratique, pour montrer qu'un sous-ensemble F d'un espace vectoriel E est un sous-espace vectoriel, il faut d'abord vérifier que 0 est un élément de F. Parce que être non vide, c'est contenir 0. Forcément. D'accord? Puis prendre deux éléments A et B de F et un réel lambda et montrer que lambda A plus B appartient à F. Alors plus loin, il y aura d'autres méthodes pour prouver que des ensembles sont des sous-espaces vectoriels. Nous les verrons plus loin. Si une des conditions n'est pas satisfaite, ce ne sera pas un sous-espace vectoriel. Par exemple, on peut avoir que F n'est pas inclus dans E. Ou bien que 0 n'est pas dans F. Ou bien que l'une des stabilités, soit l'addition, soit la multiplication externe, n'est pas satisfaite. Alors, on va regarder quelques exemples. Les ensembles suivants sont-ils des sous-espaces vectoriels de E? Alors, par exemple, ici, E égale R3. F, c'est l'ensemble des x, y, z de E, tel que 2x moins 3y plus 5z égale 4. Alors déjà, F est inclus dans E.
Ça, c'est acquis, parce que c'est l'ensemble des triplés de E qui vérifie certaines conditions. Est-ce que 0 est dans F? 0, qu'est-ce que c'est? 0, c'est, dans l'ensemble R3, c'est 0, 0, 0. Est-ce que 0, 0, 0 appartient-il à F? Ben, ça veut dire que, est-ce que si je remplace x, y et z par 0, est-ce que la relation est vérifiée? Alors, 2 fois 0 moins 3 fois 0 plus 5 fois 0, c'est égal à 0 et c'est pas 4. Donc, F n'est pas un sous-espace vectoriel. De E. Je prends un autre ensemble, donc ça y est, je m'arrête, j'ai même pas besoin de vérifier la suite pour l'exemple précédent. Deuxième exemple, E égale R carré. F, c'est l'ensemble des x, y, n'est-ce pas, appartenant à E, tel que x carré égale y carré. F est inclus dans E, c'est immédiat. 0, c'est 0, 0. Il appartient aussi à F, parce que 0 au carré égale 0 au carré. D'accord? Maintenant, on va regarder la stabilité. Si par exemple, nous prenons un élément de F et un autre élément de F. Par exemple, prenons x, y égale moins 1, 1. Il appartient à F parce que moins 1 au carré est égal à 1 au carré. Et puis AB, il vaut 2, 2. Il appartient à F, parce que 2 au carré égale 2 au carré. Mais XY plus AB, n'est-ce pas, il vaut 1 et 3. Et 1 au carré est différent de 3 au carré. Donc, F n'est pas un sous-espace vectoriel. Là encore, nous venons de trouver une des conditions qui ne marche pas. Pour le troisième, F, c'est l'ensemble des couples XY de R2 qui vérifie que X est plus grand que Y. Alors, bien entendu, F est inclus dans E. Il n'y a aucun souci. D'accord? 0, 0, 0 n'appartient pas à F. Car nous n'avons pas 0 supérieur à 0 n'est pas vérifié. Donc, F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. E égale R3. F égale l'ensemble des triplés de E tels que 2x plus 3y moins 5z égale à 0. Donc on a que F est inclus dans E, pas de souci. 0, ce qui est 0, 0, 0, il appartient à F. En effet, 2 fois 0 plus 3 fois 0 moins 5 fois 0, ça vaut 0. Je vais vérifier la stabilité pour les deux lois ou bien seulement pour l'ensemble lambda A plus B. Je vais prendre A égale x, y, z. B égale, donc appartient à F, ça signifie que 2x plus 3y moins 5z vaut 0. B c'est x', y', z'. Il appartient à F, ça veut dire que 2x' plus 3y' moins 5z' égale à 0. Et je vais fabriquer lambda A plus B. C'est égal à lambda x plus x', lambda y plus y', lambda z plus z'. Pour voir s'il appartient à F, je vais fabriquer donc 2 fois 2x plus 3y moins 5z, c'est 2 fois la première composante, c'est-à-dire lambda x plus x', plus 3 fois
La deuxième, lambda y plus y prime, moins 5 fois lambda z plus z prime. Alors, j'obtiens quoi? Si je mets les lambda ensemble, ça fait lambda facteur de 2x plus 3y moins 5z, plus 2x' plus 3y' moins 5z'. Et ceci vaut 0. Parce que 2x plus 3y moins 5z est égal à 0, et 2x' plus 3y' moins 5z' est égal à 0. Ça marche. D'accord? Donc ici, on a bien que f est un sous-espace vectoriel. Je vais faire un peu d'espace. D'accord? Je vais enlever ça. Et donc conclure. Donc, f est un sous-espace vectoriel de E. Alors, l'exemple 5, E égale R2, et F, c'est l'ensemble des couples XY tels que, appartenant à E, tels que X égale 5. Alors, F n'est pas un sous-espace vectoriel de E, car 0, 0 n'appartient pas à F. Bien entendu, 0, 0, pour qu'il appartienne à F, il faut que le premier 0 vaille 5, mais donc ce n'est pas vrai, ce n'est pas acquis. Deuxième série. Je prends E, c'est l'ensemble des polynômes de R2 de X, qui vérifie P de 2 égale 2. Alors, bien entendu, F est inclus dans E parce que ce sont des polynômes de E. Est-ce que 0 appartient à F? 0, c'est le polynôme nul. Mais le polynôme nul, il vaut 0 pour n'importe quoi. Donc, je l'appelle θ, ce polynôme nul. θ de 2 vaut 0. Et c'est pas 2. D'accord? Donc, F n'est pas un sous-espace vectoriel. Deuxième exemple. Si f, c'est l'ensemble des polynômes, encore une fois, qui vérifie P de 2 égale P de 1. Donc f est inclus dans E, très bien. Est-ce que le polynôme nul appartient à f? Ben, θ de 2, ça vaut 0. θ de 1, ça vaut 0. Donc P de 2 égale P de 1. θ de 2 égale θ de 1. Ça marche. Le polynôme nul est dedans. Maintenant, si P1 appartient à f, P2 appartient à F, alpha appartient à R, a-t-on alpha P1 plus P2 appartient à F? Pour le savoir, on va calculer alpha P1 de 2, alpha P1 plutôt, alpha P1 plus P2 de 2. C'est égal à alpha P1 de 2 plus P2 de 2. Et c'est égal à alpha P1 de 1 plus P2 de 1. C'est égal à alpha P1 plus P2 de 1. Et donc, c'est un sous-espace vectoriel parce qu'on a vérifié la double stabilité. L'exemple 3, toujours E c'est R2 de X et F c'est l'ensemble des polynômes qui vérifient que P' de 3 vaut 0. Bien entendu, F est inclus dans E, d'accord. θ appartient à F, polynôme nul, parce que si je remplace P par θ, si je le dérive, θ' de 3, la dérivée de 0 c'est 0, en 3 ça vaut 0, ça marche. Si P1 et P2 sont dans F, alpha 1 réel, est-ce que alpha P1 plus P2 est dans F? Alpha P1 plus P2, pour que ce soit dans F, on calcule alpha P1 plus P2
prime de 3. Ben, par linéarité de la dérivation, ça fait alpha P1 prime de 3 plus P2 prime de 3. Or, P1 appartient à F, ça veut dire P1 prime de 3, ça vaut 0. P2 appartient à F, donc P2 prime de 3, ça vaut 0. Et donc, nous obtenons 0, ce qui donne que F est un sous-espace vectoriel de E. Quatrième exemple, F c'est l'ensemble des polynômes P tel que x-5 divise P. Ça veut dire que P s'écrit x-5 fois Q. Fois un polynôme Q. Alors, d'abord, est-ce que F est inclus dans E? Bien entendu, c'est un polynôme. C'est l'ensemble des polynômes de E. F est inclus dans E. Est-ce que θ appartient à F? Oui. Parce que x-5 divise θ. Bien entendu. θ, on peut toujours écrire θ c'est 0. 0 c'est x-5 fois 0. Donc 0, x-5 est un diviseur de 0. Est-ce que lambda P1 plus P2, si P1 appartient à F, P2 appartient à F, et alpha un réel, est-ce que alpha P1 plus P2 appartient à F? Ben, bien entendu, parce que x-5 divise P1, x-5 divise P2, donc x-5 divise alpha P1 plus P2. Et nous avons que donc F est un sous-espace vectoriel de E. Enfin, un dernier exemple, je prends E, c'est R3 de X, n'est-ce pas? Et F, c'est l'ensemble des polynômes de E tels que P de moins 1 est positif ou nul. J'ai oublié l'accolade. Alors, donc, bien entendu, F est inclus dans E, ça c'est toujours vérifié ici, parce que je prends des polynômes de E. Est-ce que θ appartient à F? Ben, θ de moins 1, ça vaut 0, il est bien supérieur ou égal à 0, car 0 est supérieur ou égal à 0. Bien. Maintenant, est-ce que ceci est vérifié? Ben, si je prends le polynôme P, n'est-ce pas, égale x plus 2, ben, il est dans F. Parce que P de moins 1, c'est égal à 1, il est supérieur ou égal à 0. D'accord? Mais, donc, moins P n'appartient pas à F. Alors que normalement, nous devrions avoir que quand on multiplie le polynôme par un scalaire, par un nombre quelconque, donc ça devrait appartenir à F. Mais ici, moins P, ça vaut moins x moins 2. Moins P, ça vaut moins x moins 2. C'est égal à moins 1, c'est strictement négatif, n'appartient pas à F. Donc, F n'est pas un sous-espace vectoriel de E. Et ici, nous arrivons à la fin de notre séance d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.